Flow, l'actu de demain. Bonjour Albert, Bonjour, bienvenue dans Flow. merci. Merci à toi, merci beaucoup d'être là. Chez Flow, on va à la rencontre d'experts, d'entrepreneurs, de chercheurs, d'artistes, d'activistes qui remettent en question le monde d'aujourd'hui pour proposer quelque chose de nouveau pour le monde de demain. Donc je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et tu viens de sortir un livre, Neuromania, le vrai du faux sur votre cerveau. C'est ça. Voilà, c'est le deuxième bouquin que tu sors là en peu de temps. Donc tu as beaucoup de choses à nous raconter. Merci de te libérer. Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es et ce qui t'anime ? Je m'appelle Albert Moukébert, je suis docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien. Et je m'intéresse à comment on acquiert de la connaissance, comment est-ce qu'on évalue cette connaissance qu'on a acquise, et comment et pourquoi est-ce que certaines connaissances deviennent des comportements ou pas. Une sorte de boucle du moment où je suis exposé à une information, comment est-ce qu'elle devient une connaissance ou une croyance. C'est selon à quel mot on va se référer, mais c'est un peu pas important la différence pour le moment. Comment est-ce que ça devient une intention et comment une intention devient une action. Dans différents sujets, je suis thérapeute, donc comment est-ce que je sais des choses sur moi, est-ce que j'ai une bonne confiance en moi, est-ce que je suis stressé ou pas, etc. Ça peut être au niveau des relations interpersonnelles, est-ce que mes amis me trouvent sympa, est-ce qu'au boulot je suis content. Ça peut être sur des sujets plus généraux, comment est-ce que je m'informe sur est-ce que le chômage c'est très grave, le réchauffement climatique, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, donc des sujets plus larges. Donc ça va vraiment du personnel à l'interpersonnel, un peu au social. Et je m'intéresse aux mécanismes cognitifs derrière. D'accord. Et tu prends un peu tous les sujets de société et tu les passes un peu à travers ce prisme du cerveau et de notre réaction par rapport à... Oui, le sujet est souvent moins important. Je suis vraiment intéressé par les mécanismes internes. Après, c'est vrai que je me suis plus penché sur certains sujets que d'autres. Je travaillais plus sur l'inaction face à la transition écologique ou la désinformation que, je sais pas, les OGM, par exemple. Mais bien sûr. c'est un peu les mêmes mécanismes. Ok. C'est les mécanismes qui m'intéressent un peu. Ok. Écoute, on va en parler. Avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Tu es né au Liban ? Je suis né au Liban, je suis libanais d'origine, dénaturalisé depuis. J'ai fait toute ma scolarité et ma licence et mon DUG au Liban. Je fais ma licence et mon DUG à l'université américaine de Beyrouth. Donc une licence de psychologie, un DUG de biologie. Puis je suis arrivé à Paris depuis maintenant presque 20 ans, en 2005. Donc là de quelques mois, ça fera 20 ans. Ouais. Où j'ai fait mon premier stage de Master 1 en psychologie à la Pitié-Salpêtrière. Et puis je suis resté à la Pitié-Salpêtrière une dizaine d'années, où j'ai fait mon master donc après j'ai bifurqué, j'ai fait un master, bifurqué, les neurosciences on peut arriver de partout, et je suis arrivé aux neurosciences par la psychologie. Puis j'ai fait une thèse en neurosciences, puis après je suis redevenu psychologue clinicien, j'ai validé un peu. Je fais ma thèse sur les troubles anxieux, un trouble spécifique, la phobie sociale, ou l'anxiété sociale, selon comment on veut l'appeler. Puis j'ai travaillé quelques années à Créteil, dans une unité premier épisode psychotique pour jeunes adultes, à l'hôpital Albert Chenevier. Et puis j'ai quitté l'hôpital public pour plein d'autres activités, on va dire. Donc aujourd'hui, pour faire simple, je suis clinicien, donc je reçois au cabinet des personnes en thérapie, j'enseigne, je fais des conférences, je fais de la recherche de terrain, parfois selon les projets, mais j'écris. Ok. Écoute, donc dans ce dernier bouquin qui vient de sortir, Neuromania, le vrai du faux sur votre cerveau. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde s'emballe un peu et dit tout et son contraire, comme tu le dis dans ton livre, sur le cerveau, comment il fonctionne et l'impact que ça a dans notre quotidien ? En tout cas, il y a un emballement. Ce qu'on dit tout et son contraire, c'est fort, mais il y a un emballement dans le sens où on se réfère au cerveau assez souvent. Est-ce que c'est plus souvent qu'avant? Sans doute. Mais en tout cas, on entend de plus en plus de sujets qui vont être prétendument éclairés par des sujets de neurosciences. Que ce soit le cerveau, des zones spécifiques, l'amygdale, le striatum,
le cortex préfrontal, etc. Ou même parfois par la chimie du cerveau, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, pour ceux qui sont allés vraiment à fond sur le sujet, pour prétendument éclairer des comportements beaucoup plus complexes où nos connaissances ne nous permettraient pas vraiment de faire ce saut explicatif. Ouais, donc il y a une sorte d'extrapolation Mm. de nos connaissances ou prétendues connaissances sur le sujet de la neuroscience pour venir expliquer ou justifier des comportements et tenter même d'influencer nos comportements. Oui, absolument. Donc, soit on va extrapoler des données qui ne sont pas en train de dire cela, donc on fait dire aux neurosciences des choses qu'elles ne disent pas, Mhm. soit parfois on va prendre des phénomènes neuronaux ou cognitifs ou émotionnels qu'on comprend relativement bien, mais on va leur faire dire des choses qui n'ont soit pas grand-chose à faire, soit pour des raisons marketing, on va dire. Pour Ouais, prendre un exemple concret, parce que c'est peut-être un peu nébuleux, par exemple, on va dire, je sais pas, entraîner votre neuroplasticité, ouais, au lieu de dire apprendre. ouais. Alors que c'est un peu la même chose, et la neuroplasticité, oui, ça existe, oui, ça contribue dans toutes nos fonctions, mais c'est un truc vraiment vieux, et ça sert à rien d'aller dire, je vais entraîner votre neuroplasticité, au lieu de vous dire, je vais vous aider à apprendre, alors Ouais. que c'est sensiblement la même chose. Ouais, on va utiliser ce terme technique pour, Ouais, pour, pour faire un pour se peu dire plus savant. sexy, Ouais, flexi, c'est quoi. ça. Donc c'est tout le réductionnisme d'aujourd'hui qui, et tu l'expliques bien dans ton bouquin, à la base, peut nous aider, nous servir à mieux comprendre Mm. effectivement comment fonctionne notre cerveau. Donc on a besoin de vulgariser un petit peu Ouais. nos connaissances, mais le détournement qui est fait aujourd'hui, c'est que ces connaissances aujourd'hui sont utilisées, mais pas forcément comme elles devraient l'être. Ouais, et surtout que quand on vulgarise, euh, en fait, il y a différentes manières de vulgariser, Mmh. différents sujets qu'on peut vulgariser, et selon les sujets, les conséquences vont être plus ou moins importantes sur le fonctionnement quotidien d'une personne. C'est-à-dire, si moi je fais de la vulgarisation sur la physique quantique, et qu'une personne, je sais pas, comprend pas très bien une équation d'incertitude dans la physique quantique, ça va pas avoir un impact massif sur son couple. On va Mmh. dire ça comme ça. OK. Ou ça peut être même des trucs moins poussés. Genre, si je comprends pas hyper bien comment fonctionne le métro, Ouais. ça va pas avoir des conséquences massives sur comment je monte dans la rame quand elle arrive et comment je descends quand j'arrive à ma station. Ouais. Par contre, les connaissances autour de notre fonctionnement sont parfois un peu différentes parce qu'elles peuvent affecter massivement la manière dont on fonctionne ou la manière dont on pense les autres. Si par exemple je crois que les gens n'aiment pas changer et je veux pousser mon équipe à changer et qu'elle résiste, je vais me dire c'est normal, elle aime pas changer, je vais faire du forcing. Si je crois que j'ai un cerveau gauche analytique, un cerveau droit créatif et j'ai mon enfant ou mon fils ou ma fille qui a 15 ans, qui a besoin d'aide dans ses exos de maths, et moi je pense que je suis plutôt cerveau gauche créatif, je vais me dire, bah, va demander à ta mère parce que moi, Mmh. mon cerveau ne comprend pas les maths. Alors que c'est pas vrai, ça existe pas, Mmh. ça. Et si ça se trouve, si je m'assois avec mon enfant et je regarde son cours de maths pendant 5 minutes, je vais très bien comprendre. Mais je vais même pas essayer parce que j'ai cette croyance implicite, parce que j'ai fait un Ouais. test quelque part, que mon cerveau comprend pas les matières scientifiques. Donc les conséquences de la vulgarisation spécifique au sujet qui nous touche ont une performativité qui est différente des autres. Et c'est Mmh. pas juste la psychologie, hein. Ça peut être la médecine, ça peut être l'alimentation, par exemple, selon comme mes croyances sur la bouffe. Peut-être que je pense que, je sais pas, les fruits secs, c'est hyper bien, donc je mange que des amandes toute la journée, et si ça se trouve, c'est parce que quelqu'un a mal vulgarisé les bénéfices des amandes, et que, je sais pas, en fait, ça constipe, j'invente, hein, je m'y connais Mmh. pas du tout. Euh, il y a des disciplines qui vont toucher à notre vie quotidienne plus. Par exemple, je sais pas, si quelqu'un m'a mal vulgarisé la crypto, je Mmh. vais peut-être mettre toutes mes économies dedans en me disant je vais tripler mon argent et je finis ruiné. Ouais. Ça a une conséquence C'est sur ma vie arrivé pas mal, quotidienne. ouais. C'est arrivé pas mal. Versus, je vulgarise la formation des trous noirs. C'est hyper important et je suis hyper fasciné. C'est pour ça que je prends des exemples d'astrophysique. C'est vraiment quelque chose qui me fascine énormément. Mais si j'ai un peu mal compris, Mmh. ça va pas. Ouais, c'est pas en lisant un article, Oui, c'est pas en lisant un qu'on article devient sur les trous expert. noirs. Et surtout, si je suis pas expert, ça n'a pas une conséquence hyper grave sur ma vie Mmh. quotidienne. Ouais. Au pire, je vais dire une connerie à un dîner. C'est pas très grave, mais je suis pas en train de prendre des décisions quotidiennes à partir de ma connaissance sur le fonctionnement des trous noirs.
Je Ouais. suis en train de prendre des décisions quotidiennes plusieurs fois par jour à partir de comment je pense que je fonctionne et comment je pense que les autres fonctionnent. C'est ça. Donc en fait, c'est ce réductionnisme qui va nous, d'une certaine façon, nous enfermer et Mmh. donc nous limiter dans une croyance, une vision qu'on a de nous. Ou Je même suis cerveau ou même gauche, une je suis croyance cerveau droit, fausse, par ouais. exemple. Par exemple, ça, c'est même pas une Et donc, limitation, ouais, c'est faux. c'est faux. Et donc ça, ouais, c'est un sujet que tu débunkes pas mal Ouais, dans ton livre. Donc cerveau gauche et cerveau droit, c'est c'est juste une faux. croyance populaire que tout le monde a en tête. Donc Oui, ça, c'est faux. qui est complètement faux. C'est-à-dire, il y a différentes manières de vulgariser. Il y a quand on vulgarise et on sursimplifie. Par Mmh. exemple, je sais pas, on dit l'amygdale, c'est la peur. Ouais. C'est, c'est pas vrai, mais je peux pas venir dire c'est complètement faux. Parce que OK. l'amygdale est une structure assez impliquée Mmh. dans le sentiment de la peur. C'est juste que ça marche pas comme ça. C'est pas genre une structure fait une émotion. C'est des réseaux. Et dans ce réseau, l'amygdale a une place centrale. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas la peur, c'est l'amygdale. Donc ça, c'est une sorte de OK. sursimplification, mais qui est basée sur une sorte de truc qu'on pense être vrai, versus le cerveau gauche, cerveau droit, qui est complètement faux. C'est-à-dire, OK. il n'y a pas une latéralisation de nos compétences scientifiques Ouais. versus nos compétences littéraires. On n'utilise que 10% de notre cerveau. Ouais, ça C'est aussi, c'est complètement faux. C'est pas mais c'est des mythes parfois. ultra Ouais, répandus. ouais, c'est des mythes ultra répandus. Je sais pas, on a un cerveau reptilien et un cerveau Ouais, mammalien. C'est complètement faux. c'est complètement faux. Il y a pas de, oui, mais c'est pas vraiment ça. Alors que, je sais pas, la, la dopamine est impliquée dans les réseaux de l'apprentissage, bah, c'est pas tout à fait faux. Donc, Mmh. c'est pas la même chose. Mais dire qu'on est sur les réseaux sociaux à cause de notre dopamine devient faux. Mmh. Donc, il y a différents niveaux de vulgarisation, certains qui sont vraiment basés sur rien, et d'autres où on va prendre une information encore partielle, partiel, pardon, un modèle encore incomplet, et on va l'extrapoler de telle manière à ce que ça devient comme si c'est un mensonge. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui explique que des erreurs comme ça soient devenues si présentes dans nos inconscients collectifs? Est-ce que c'est parce qu'au cours des derniers siècles, la méthode scientifique de recherche qui était dans un premier temps empirique, a essayé de creuser, de chercher et donc d'imaginer comment le cerveau pouvait fonctionner? Ou est-ce plutôt parce qu'aujourd'hui, ça sert justement d'autres personnes et donc cette simplification va leur permettre de servir d'autres buts? Je pense qu'il y a plusieurs raisons et tu en as cité quelques-unes. La première, quand je vois des choses, la première chose, j'ai une sorte de réflexe, de demander quelle est ma part de responsabilité. Mmh. Ou pas moi, Albert, mais genre le groupe auquel j'appartiens. Moi, je suis chercheur en neurosciences. Donc, Mmh. je dis, OK, quelle est la part de responsabilité des chercheurs en neurosciences? Et je pense que la première raison vient absolument de ça, c'est qu'on ne sait pas encore comment ça marche. Mmh. Et quand on ne sait pas comment quelque chose marche, bah, d'autres personnes vont proposer Mmh. leur truc avec plus ou moins de rigueur. Mmh. Donc il y a une sorte de compétition sur comment est-ce que ça marche le cerveau. On ne voit pas la même chose sur, je sais pas, les casques ou les micros parce qu'on sait comment ça marche. Et Mmh. donc, pas des gens qui sont en train de dire, ah bah, les micros, ça marche parce qu'il y a des petits lutins dedans. Ouais. Et d'autres qui disent non, c'est de la photosynthèse. Et d'autres qui disent non, c'est les vibrations de l'air. On sait comment ça marche, c'est assez robuste, c'est stabilisé. Donc il y a pas Ouais. de... Le cerveau, on ne sait pas encore très bien comment ça marche. C'est Donc ça. il y a une sorte de manque de connaissances qui va être rempli selon les motivations. Donc pourquoi est-ce que ça continue et pourquoi ces motivations-là? La première est tout simplement financière. Mmh. Ça rapporte de l'argent. Ouais. Le marché, par exemple, du développement personnel, c'est des milliards de dollars Mmh. pour des formations assez courtes. Par exemple, vous pouvez aller faire une formation pour devenir coach en développement personnel, certifiant, machin, 3 week-ends, 5 000, 6 000, 7 000 balles, parfois beaucoup plus. Une session de coaching, ça peut aller à 300, 400 euros, alors que, je sais pas, une thérapie, c'est 50, 60 euros. Mmh. Alors que le coach, il a fait ses week-ends certifiants, le psy, il a fait Bien sûr, bac ouais. plus 5. Donc ça rapporte de l'argent pour un effort qui est relativement minime, dans le sens Mmh. où pour créer un centre de formation certifié, c'est pas encadré, c'est rien du tout. Il faut déposer le nom, déposer la marque, faire la paperasse pour la certification, boum, c'est bon. Et derrière, il y a de l'argent à faire. Et si je peux persuader des gens qui sont peut-être parfois perdus ou qui sont pas satisfaits de leur vie, que je peux décupler leur cognition, les aider à rééquilibrer leur cerveau, les aider à développer leur neuroplasticité, les aider à avoir accès à plus de 10%, Ouais. les aider à savoir qui ils sont vraiment, à savoir qu'est-ce qui leur ferait plaisir, bah, je vais pas me priver de ça. En sachant que beaucoup de gens qui font ces choses sont de bonne foi.
parce qu'on ne sait pas comment ça marche, ils sont tombés sur un livre et ça devient une sorte de cercle vicieux. C'est-à-dire, je sais pas, je tombe sur un livre de Deepak Chopra, je trouve ça hyper intéressant, je regarde qui bosse avec Deepak Chopra. Deepak Chopra, c'est un empire tentaculaire de produits, de livres, de machins, etc. Je m'inscris pour faire la formation parce que je me dis, le mec est quand même assez connu et assez machin, et ça devient une sorte d'engrenage, une sorte de pyramide de Ponzi un peu différente. Donc, première motivation, la motivation financière. Deuxième motivation, c'est la motivation, on va dire, idéologique. C'est-à-dire une certaine connaissance sur le fonctionnement des gens m'arrange dans ma vision du monde. Ça peut être, je sais pas, je suis sexiste et je tombe sur un papier qui dit les femmes ont une structure qui aide les hommes à réguler leurs émotions, mais ça marche pas chez les femmes. Je veux dire, voilà, j'ai trouvé un truc en neurosciences qui va dans mon truc. C'est pour ça que ma copine me prend tout le temps la tête. Pas parce que moi je suis peut-être un salaud, mais parce que elle, son cerveau est différent du mien. Ça vient justifier nos comportements aussi. Ou pour des sujets plus larges, plus sociétaux. Je sais pas, je suis quelqu'un qui croit que les personnes qui échouent, c'est parce qu'elles n'ont pas fait assez d'efforts et que tout se joue au niveau de l'individu. Et c'est top. Je vais me dire, les gens qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est des addicts, un peu comme les drogués. C'est une addiction parce qu'ils sont addicts à la dopamine et il faut qu'ils fassent un sevrage pour pouvoir guérir de leur addiction. Alors que ça marche pas du tout comme ça, mais j'ai une vision hyper individualiste de, par exemple, la drogue. La drogue, c'est la faute des drogués. Un peu comme notre ancien ministre de l'Intérieur disait, au bout de chaque joint, au bout de chaque rail de coke, il y a un criminel. Si j'ai une vision du monde comme ça, je vais me dire, les neurosciences le montrent. C'est des criminels qui sont addicts de la même manière qu'un criminel héroïnomane est addict, sauf que eux, leur substance, c'est la dopamine, c'est les neurosciences qui le disent. Ça entérine aussi des positions fortes. Exactement, une sorte de vision du monde hyper individualiste. Les explications réductionnistes vont être parfaites pour étayer cette vision du monde. Et donc alors, pour revenir rapidement sur les mythes un peu, cerveau gauche, cerveau droit, tu as parlé de cerveau reptilien, paléo et néo-mammalien. Donc ça, aujourd'hui, dans le monde de la neuroscience, c'est établi que c'est faux. Ouais, c'est établi que c'est faux dans le sens où notre cerveau ne s'est pas du tout développé en couche géologique de manière évolutionniste où on était au début des reptiles, donc on avait un cerveau reptilien, puis on est devenu des mammifères, on est sorti de l'eau, on a une nouvelle couche qui s'est rajoutée, puis on est devenu des hominidés, et on a le néocortex qui s'est rajouté. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Après, la différence, par exemple, entre le cerveau gauche, cerveau droit, et le cerveau triunique de MacLean, c'est que le cerveau reptilien, mammalien, etc., ça réfère aussi à des traits psychologiques dans une sorte de figure de style, c'est-à-dire l'instinct versus la raison. Et donc on a juste calqué. C'est une métaphore en fait. C'est une métaphore. Le modèle n'est pas du tout une métaphore, mais il est utilisé pour étayer une sorte de métaphore qui existe depuis toujours. Il y a, bien avant les neurosciences, de quelqu'un peut être plutôt instinctif et donc on va attribuer ça à son côté animalier, ou il peut être plus raisonné. On va attribuer ça à sa dynamique humaine, ce qui est déjà une vision du monde. C'est une vision du monde hyper spéciste où les animaux c'est des sortes de bêtes et les humains sont les animaux plutôt que Dieu a donné, à qui Dieu a donné une sorte de raison. Et on va se dire, ok, moi j'ai déjà cette vision du monde, et voilà une vision neuroscientifique qui vient l'étayer. C'est plus une métaphore. Le cerveau gauche, cerveau droit, c'est beaucoup moins métaphorique, dans le sens où c'est juste faux complètement. Le cerveau de MacLean est aussi faux. La différence, c'est que le cerveau de MacLean, c'est le cerveau reptilien, etc. On sait qu'il l'a développé, c'est Monsieur MacLean. Il s'est trompé, ça arrive, c'est pas très grave. Le cerveau gauche, cerveau droit, personne ne l'a jamais vraiment proposé comme ça. Ah ouais, d'accord. Il est perpétué, et c'est la même chose avec les 10% du cerveau. Les 10% du cerveau, on ne sait même pas d'où vient. On pense. J'ai vu une fois une vidéo sur YouTube, donc ça vient avec le gage de qualité d'une vidéo de YouTube, mais c'était une chaîne qui est assez sérieuse et qui a essayé de trouver l'origine et qui a dit que apparemment c'est un journaliste qui a fait une interview avec un neuroscientifique, et le neuroscientifique lui disait qu'on a compris que 10% du cerveau. Ah oui. Et c'est devenu, on n'utilise que 10% de notre cerveau, alors que lui voulait dire qu'on ne comprend que... Oui, mais j'ai pas trouvé vraiment d'origine sur ce mythe, qui est là aussi complètement et totalement faux.
Et alors, du coup, comment fonctionne le cerveau avec l'état de connaissance actuel de la neuroscience versus Hum, ce modèle cerveau gauche, cerveau droit, par exemple? Comment ça alors, fonctionne? ça fonctionne. Déjà, on utilise tout notre cerveau, Ok, juste pas en même temps. c'est une bonne nouvelle. Ou pas, ça Ou dépend. pas. Ça dépend Ça comment on y dépend ce qu'on pense. veut Ouais, vendre. voilà. Et comment il fonctionne? Donc aujourd'hui, on considère que on a des réseaux neuronaux qui sont impliqués dans certaines fonctions. Mhm. Donc, c'est pas des zones, mais c'est des réseaux neuronaux. Et donc, Ok. une même zone, si on veut parler en zone, une même zone peut être impliquée dans plein de réseaux neuronaux qui vont faire différentes fonctions. Et une même fonction est sous-tendue par différents réseaux neuronaux. C'est en gros une sorte de, il y a une sorte de redondance. Ouais. C'est-à-dire comme ça, si un certain réseau perd une certaine partie, d'autres réseaux peuvent prendre le dessus, et comme Ok. ça, une fonction n'est pas automatiquement perdue dès qu'une petite zone pète. Donc, on pense plus du tout en région, ça c'est la zone du langage, mais des réseaux qui sont assez Hmm. étendus, assez lointains, parfois assez éloignés dans le cerveau, parfois les uns des autres, parfois plus rapprochés. Pour la vision, ils sont assez rapprochés, on va dire. Pour, je sais pas, les émotions, c'est assez ouvert, on va dire. Et donc, on est en train d'abandonner cette notion de zone et cette notion d'air cérébral qui fait ci, qui fait ça. On parle d'implication de certains réseaux neuronaux. C'est un peu, pour faire une analogie un peu pas top, mais qui est meilleure que ce qu'on a, c'est un peu comme un piano. Ouais. Donc, chaque touche fait une note, mais les notes, on s'en fout. Ce qui compte pour nous, c'est un peu les accords. Ouais, d'accord. Et une même note va être impliquée dans plein d'accords, Hmm. et un même accord peut être fait à différentes octaves, entre guillemets, du piano. Donc, D'accord. je peux faire un do majeur avec, je sais pas, un do, ré, mi, si, non, c'est pas do, ré, mi, je sais plus c'est quoi les notes du do, peut-être Do, mi, sol, do, ouais. mi, sol, ouais, c'est ça. Do, mi, sol. Et je peux faire mon do, mi, sol ailleurs, Ouais. mais je peux aussi faire un accord de do. Je joue de la guitare, c'est un peu plus compliqué, mais je peux le faire avec la barrée, Ouais. donc en montant d'octave, en descendant, ou avec d'autres Et ça notes. sera pas Parfois. exactement les mêmes notes. Ce sera pas exactement les mêmes il y notes, aura mais le ça même va être le ressenti. même accord, etc. Et donc, on pense plutôt aujourd'hui comme ça, dans une sorte de... Le cerveau est plus éclaté, on va dire, mais on reste sur certains neurones, certaines aires neuronales sont plus impliquées dans certaines fonctions que d'autres, mais c'est tout le temps en conjonction avec d'autres aires. Ouais, donc c'est beaucoup plus de la connexion Oui. de différentes zones qui vont être impliquées Exactement, dans de la telle ou connexion telle de action. zones, de patterns, Ouais. de zones d'activation. Plutôt On que de parle dire patterns c'est toujours cette zone Oui. à 100% qui Qui fait gère ça. quand t'as peur, quand Voilà. t'as Quand t'as soif. peur, c'est ça. Quand t'as psy, c'est ça. Ouais. Et si tu as ci, c'est donc cette zone. On a abandonné un peu D'accord. cette vision. Et tu parlais des animaux. L'homme aime bien se comparer. Et t'en parles aussi beaucoup dans ton livre. Donc on se compare aux animaux pour essayer de mieux nous comprendre ou mieux nous flatter. On se compare même aux machines aujourd'hui. Oui. C'est quoi notre problème? On a un cerveau comparatif. Hein. On voit les couleurs avec ce qu'il y a autour. Et les animaux aussi, pendant longtemps, et ça continue un peu, on étudiait les animaux parce qu'on s'en foutait. Donc on peut les disséquer, on peut les buter, on peut sans que ça gêne, alors que ça devrait gêner, en tout cas un peu plus. Et les machines, on a toujours comparé notre cerveau, enfin depuis le début des sciences du cerveau, donc depuis on va dire le 16e, 17e siècle, en tout cas en Europe, à la technologie la plus récente qu'on a. Donc dans le 15-16e, c'était un peu les automates et tout ce qui est un peu mécanique, puis c'était tout ce qui est un peu électrique. Même dans l'Antiquité, c'était tout ce qui est un peu force hydraulique. Donc, on parlait des humeurs, et qu'on est fait de liquide, un peu comme les trucs hydrauliques des premières civilisations, on va dire. Au milieu du XXe siècle, c'était le cerveau est comme un ordinateur. Donc, on avait notre cortex visuel, c'était la carte graphique. Notre mémoire à long terme, c'était le disque dur. Notre mémoire à court terme, c'était la mémoire vive. Notre précortex préfrontal, c'est le processeur. Notre alimentation, donc notre bouffe, c'est la prise secteur. Notre température, c'est un peu le ventilo qui réchauffe, qui refroidit l'ordinateur. Et je peux faire ça sur toutes les fonctions, ça marche assez bien. Puis on s'est dit non, ça fonctionne pas du tout comme ça. C'est quoi cette merde? C'est de la merde. Et aujourd'hui, on fonctionne en fait de manière algorithmique, un peu comme une intelligence artificielle. Ouais, ça on aime bien. On a vu tout le monde là aussi s'emballer sur le match du siècle entre le plus grand joueur d'échecs et une intelligence artificielle. Mais Deep Blue. Qu'est-ce que ça apporte en vrai? Rien, ça apporte rien. Ça n'a aucun sens. À part, ça apporte beaucoup de développement dans le monde des échecs, dans le sens où quand il y a eu Deep Blue, c'était une sorte de panique de « Oh mon Dieu, l'ordinateur, il est plus meilleur que Kasparov, machin et tout ». Alors qu'aujourd'hui, je m'intéresse pas mal aux échecs. Si vous allez voir, je sais pas, Magnus Carlsen ou
je sais pas, Fabio Caruana, etc., ils s'en sentent pas du tout en compétition avec les intelligences artificielles d'échecs, Mmh. Stockfish euh, ou des choses comme ça. Au contraire, les machines les aident à trouver de nouvelles lignes, de nouvelles ouvertures, et le jeu d'échecs est beaucoup plus dynamique aujourd'hui, on va dire, D'accord, ça leur apporte plus de qu'avant. créativité et Ouais, de beaucoup plus de créativité. Ils jouent des c'est coups que marrant ça. personne ne jouait avant, Ah ouais. parce que la machine a montré certains coups, Mmh. et jamais ils vont se dire: «Je vais battre une machine». Mais en fait, c'est vraiment un effet de nouveauté. Là, tu as ton téléphone, jamais tu te dis: «Je vais faire une compétition de calcul avec l'application calculatrice sur ton iPhone». Ouais, non, je me lancerai pas Non, là-dedans, hein. non, non. C'est là aussi, c'est une sorte de vision du monde Ouais, qui va venir réorganiser le réel pour soutenir mon truc. ouais. Donc, il y a des gens qui ont publié des livres, La guerre des intelligences et machin. Et quand on a inventé la voiture, on n'a pas fait la guerre de la vitesse et on a mis des humains pour courir à côté d'une voiture. Et quand la Mmh. voiture est devenue plus rapide que l'homme, on était tous dans une sorte de «Oh mon Dieu, comment on va faire maintenant? Ouais. La machine va pouvoir courir et faire les courses avant moi et il n'y aura plus rien dans les supermarchés». C'est un peu absurde. C'est Ouais, c'est vrai que vraiment dans les usages, l'intelligence artificielle, le danger de l'intelligence artificielle, c'est comme toujours l'homme qui va maîtriser les données, qui va ouais. les appliquer, à partir de quelles données on va hiérarchiser les gens, comment est-ce qu'on va l'appliquer, est-ce que ça va être discriminatoire, est-ce qu'on va utiliser des algorithmes pour cibler des gens, pour les buter, ou pour leur vendre des trucs, ou pour prédire le mouvement, ou pour faire des scores sociaux et dire ah bah on t'a suivi toute la journée avec les caméras de surveillance en big data grâce à notre algorithme et on a décidé que tu es un mauvais citoyen et donc tu n'as plus accès au cinéma. Mmh. Dans une sorte d'épisode Black Mirror chinois. Ouais. Euh, c'est vraiment là le danger, beaucoup plus que l'intelligence artificielle va soudainement devenir Terminator Mmh. et nous buter tous, quoi. Alors, sommes-nous notre cerveau? C'est une question que tu poses aussi, Mm, beaucoup. mm. Alors, pourquoi tu la poses et comment tu y réponds? Parce que je pense qu'il y a une sorte de croyance implicite qu'on est notre cerveau, que mon comportement est décidé par mon activité neuronale. Et pendant longtemps, on pensait que c'était ça. Même moi, je pensais que c'était ça. Mais quand on apprend, c'est pas mal quand on apprend qu'on change d'avis. Mmh. Et au fur et à mesure que je me suis informé sur les impasses méthodologiques et conceptuelles de ma discipline, je suis en tant que communauté, on a développé de nouvelles compétences, de nouvelles croyances, de nouvelles connaissances, de nouveaux modèles expérimentaux, de nouvelles recherches. On a pris conscience que c'était hyper limité comme vision et qu'on va jamais comprendre notre fonctionnement si on continue à baser notre raisonnement, sur les prémices que mon comportement est le résultat de mon activité cérébrale. Mmh. Ça veut pas dire, pour que les gens qui nous écoutent ne disent pas oula, genre il va invoquer, je sais pas, les esprits. Je pense, non, nos activités cérébrales sont hyper importantes, mais aujourd'hui, je fais partie de chercheurs et de chercheuses qui pensent que c'est une vision assez réductionniste et que nos comportements ne peuvent être éclairés qu'à la lumière d'une interaction permanente entre nos activations cérébrales, donc notre psychologie, notre activité neuronale, etc., l'état de mon corps et mon environnement. Mmh. En fait, on considère, donc les gens qui appartiennent à ce modèle théorique, et c'est pas tout le monde qui adhère, mais je pense qu'on est de plus en plus nombreux. Et c'est pas non plus un truc niche. Genre, je suis pas une sorte d'exception dans le monde des neurosciences D'accord, sur OK. lequel beaucoup de gens sont d'accord. Euh, que le cerveau est ce qu'on appelle un organe dépendant du contexte, et que OK. donc son fonctionnement change selon le contexte, et que c'est pas une boucle causale, c'est pas genre le contexte influence le cerveau influence le corps, c'est ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. Ouais. C'est-à-dire mon cerveau modifie mon contexte, parce qu'on est des agents, on parle de cognition incarnée, on est des agents incarnés dans un monde, donc j'interagis avec le monde, je bouge mon verre, machin, donc je module le monde, mais je module aussi ton activité Mmh. cérébrale, parce que nos cerveaux sont dans une interaction aussi, nos Bien sûr. organismes, on va dire, et que mes changements vont influencer mes comportements futurs. Donc on parle de boucle de rétrocontrôle, donc c'est pas une linéarité causale où A cause B, B cause C, C cause D, mais c'est des boucles de rétrocontrôle où A cause B, B cause C, C cause D, D a une rétroaction sur A et sur B et sur Ouais, C, OK. C a une rétroaction sur B et sur A, B a une rétroaction C'est une sur vraie A influence et sur D. permanente, Exactement. de tous les Et donc, éléments. pour comprendre le comportement d'un humain, il suffit plus de regarder juste
son activité cérébrale, mais il faut regarder en permanence son activité cérébrale, son état corporel. Est-ce qu'il a dormi ou pas? Est-ce qu'il a une douleur atroce à la jambe? Est-ce qu'il n'a pas mangé? Est-ce qu'il manque d'hydratation, etc. Et l'environnement dans lequel il se trouve. Est-ce qu'il est avec ses potes? Est-ce qu'il y a le feu? Etc. Et que c'est tout ça qui est en train de... Et donc on a abandonné une vision qu'on appelait bottom-up, où l'information vient du monde extérieur à mon cerveau, et puis mon cerveau donne une réponse du cerveau à l'organisme, une sorte de double de chemin qui n'est plus à sens unique, mais qui est en sens double, qu'on appelle bottom-up et top-down, où mon cerveau est en train de mélanger mes attentes, mes connaissances, mon tempérament, ma personnalité, tout ce qui fait mon état corporel, l'environnement dans lequel je me trouve, on appelle ça des a priori, avec l'information qui arrive du monde extérieur pour créer mon champ perceptif. Il y a un chercheur que j'aime beaucoup qui parle d'hallucination contrôlée. On est en train en permanence d'halluciner un peu le monde, pas juste de le percevoir, dans une sorte de programme prédictif pour préparer l'action, dans une sorte de danse permanente d'interaction entre le cerveau, le corps et l'environnement. Et donc on appelle ça la cognition incarnée. Et cette hallucination, c'est quoi? C'est lié à l'interprétation qu'on se fait du monde, les films qu'on va se faire en fonction de ce qui se passe? Mais ça commence vraiment à un niveau perceptif. C'est-à-dire même maintenant, je te regarde, tu me regardes. Je peux par exemple, un truc très simple que je donne tout le temps, parce que c'est le plus simple, on se regarde, on soit en couleur a priori, mais nos visions périphériques sont aussi en couleur, alors qu'elles ne devraient pas l'être, parce que sur notre rétine, on n'a pas vraiment de marqueur de couleurs dans notre vision périphérique. Les couleurs qu'on voit dans notre vision périphérique, c'est en fait notre cerveau qui est en train de les rajouter, qui les hallucine. D'accord. Et donc, pendant longtemps, on pensait que notre perception, par exemple, c'était du input et puis du output. On se rappelle tous, je sais pas, du schéma où je touche une surface et l'information va de mon doigt à mon cerveau et puis mon cerveau renvoie et dit genre enlève ta main. C'est trop chaud. Aujourd'hui, on pense que tu touches une surface ou tu vois une image et il y a un signal hyper déconstruit qui arrive un peu à ton cerveau qui va être complété par tes attentes de est-ce que cette surface est lisse, chaude ou pas, etc. Je n'ai pas pris l'exemple de chaud parce que ça passe pas par le cerveau, c'est un arc réflexe, mais par exemple une texture ou quelque chose. Il va compléter selon les attentes, est-ce que cette table est lisse ou pas. Est-ce que c'est désagréable par rapport à ce que j'imaginais que ça allait être. Et donc, à un point de vue perceptif, ça module. C'est-à-dire, on pensait, je sais pas, que le signal va de la rétine au cerveau, mais on a trouvé aussi qu'il y a des signaux qui vont du cerveau à la rétine et que le cerveau va avoir une sorte de pression aussi sur la rétine pour la modifier. Donc, c'est plus juste du input-output, c'est un input mélangé à un autre input intérieur qui va créer mon champ perceptif, et ces mécanismes deviennent évidemment encore plus prégnant et présent quand on passe à un niveau plus cognitif. Ok. Et donc oui, tu parles beaucoup du contexte, des liens. Est-ce que donc tu fais référence au fait qu'on soit, est-ce que nous sommes des animaux sociaux? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous driver plus ou en partie avec notre cerveau? Est-ce que c'est ce lien fort dont tu parles? Oui, en fait, une de nos fonctions principales, un des piliers de notre fonctionnement, c'est notre cognition sociale. On est des animaux profondément sociaux. Si tu prends un bébé qui a quelques heures de vie, tu mets dans son lit, au-dessus de sa tête, tu mets d'un côté un smiley face et de l'autre des figures colorées d'étoiles, de ce que tu veux. Le bébé préférera le signal social, même à un niveau très tôt. Assez vite dans notre vie, on acquiert ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. On commence à pouvoir comprendre que les autres ont des intentions différentes des nôtres. Et donc notre comportement est énormément façonné par l'environnement social dans lequel on se trouve. Et quand on fait des études réductionnistes, on coupe le cerveau de son environnement. Mais il y a un concept assez important qui s'appelle l'émergence ou les propriétés émergentes, c'est-à-dire certaines choses ne peuvent pas être étudiées en étudiant juste le plus petit composant d'un système. Parce qu'il y a des fonctions qui n'apparaissent que quand on met le système entier ensemble. Pour donner un exemple vraiment simple, imagine je veux comprendre les embouteillages et j'étudie une voiture. Je ne peux pas comprendre un embouteillage à partir d'une voiture, parce que les embouteillages émergent quand on met plusieurs voitures ensemble. Oui, bien sûr. On peut étudier une voiture pendant des décennies. Il n'y aura jamais d'embouteillage. Il n'y aura jamais d'embouteillage. Donc, si je ne connais pas le concept d'embouteillage, je ne vais jamais l'imaginer, je ne vais jamais y penser. Il faut que j'ai vu un embouteillage, et peut-être avec une voiture, je peux modéliser plusieurs voitures et modéliser un embouteillage, mais je ne pourrai jamais trouver l'embouteillage. C'est la même chose avec nous. Il y a plein de propriétés émergentes qui n'émergent que quand on met plusieurs humains ensemble. Je ne peux pas comprendre, je sais pas, une private joke
s'il n'y a pas un groupe d'amis Ouais. qui ont les références communes pour rire. Tu peux te faire une private joke à toi tout seul. Oui, Hein. tu peux dire un truc à voix haute, mais même si tu te la fais toute seule et il n'y a personne avec toi, tu ne réalises pas que c'est une private joke. Ouais. Tu penses que c'est une joke. Ouais. Parce que je dis quelque chose et j'ai ri et personne m'a demandé mais pourquoi tu ris, c'est pas drôle. Pour que je lui dise, en fait, c'est une private joke entre moi et moi. Tu vois. Le concept peut pas expliquer. S'il n'y a pas une personne extérieure qui comprend pas, qui rigole pas et qui te dit pourquoi tu rigoles, et là, tu lui donnes accès en lui disant, c'est une private joke entre moi et moi-même. Ouais. Et ça se trouve, ça existe. Hein, ça m'arrive souvent d'avoir des private jokes avec moi et moi-même. Mais s'il y a personne avec moi, c'est difficile. Ou bien je dois imaginer une autre personne et me dire si cette personne était là, elle n'aurait pas compris. Mais c'est une propriété émergente. C'est de la modélisation là. Ouais. Exactement. Et donc il faut nous étudier de manière incarnée, parce qu'une grande partie de nos comportements n'existent pas quelque part, ou enfin existent, mais sont incompréhensibles sans les autres. Au niveau de l'individu. Et donc, qu'est-ce qui explique nos comportements ? Est-ce que on peut reprendre par exemple l'exemple que tu donnais tout à l'heure en touchant une surface, et en fonction de ce que tu attendais, tu vas réagir, tu vas laisser la main ou pas. Est-ce qu'on peut dupliquer cet exemple au comportement ? C'est en interaction avec les autres que ça va envoyer un stimuli, que le cerveau va réagir à ça ? Bien sûr, beaucoup plus en interaction avec les autres. Par exemple, moi j'ai fait ma thèse sur l'anxiété sociale. Si je suis anxieux social, imagine que je suis anxieux social. Donc être anxieux social, c'est avoir certains a priori internes qui vont colorer ma perception du monde. Donc imagine, je suis anxieux social, je te regarde, tu me regardes, et je me dis, je vois dans ses yeux que tu penses que ce que je dis est bête et que tu regrettes de m'avoir invité. Pas du tout. Je suis anxieux social et je pense que tu mens, que tu dis pas du tout parce que tu es quelqu'un de poli et tu veux pas me faire du mal. Ouais. Parce que c'est infini, hein. Tu dis à une personne anxieuse sociale que tu penses qu'elle est géniale, elle dit, il est juste sympa. Mais en fait, au fond de lui, je vois très bien, genre je le vois. Bien sûr. Tu peux me dire ce que tu veux, tu vas pas, genre je vais pas ne pas croire mes yeux. Je vois dans tes yeux que tu es en train de me juger négativement. Mon cœur s'accélère, je commence à suer, je me sens mal, et je vais peut-être te dire, écoute, je vois très bien que tu regrettes, c'est pas grave, je le prends pas contre moi, je vais partir, tu as juste pas à mettre cet épisode en ligne, et on dira jamais, et je comprends, genre je suis pas top, je suis désolé de t'avoir déçu, et je pars. Inversement, si je suis pas du tout anxieux social, je suis le mec le plus arrogant sur la planète, je te regarde, tu es encore en train de me regarder de la même manière, et je me dis, je vois dans ses yeux qu'il est épaté par cette émission, et à la fin, il va me proposer qu'on fasse que des épisodes avec moi. Parce que un épisode sera jamais assez. Et je vais préparer comment te dire, écoute, je sais que je suis génial, mais je peux pas être à plusieurs endroits, il faut que tout le monde profite de mon intelligence. Bien sûr. Et entre ces deux extrêmes, où je pense que je suis persuadé, c'est même pas je pense, je crois vraiment, et je le vois je le vois que tu penses que je suis nul, ou je le vois que tu penses que tu es complètement admiratif de moi. Toi, tu as pas changé. Ce qui a changé, c'est quand moi, je suis en train de rajouter de moi-même, comment j'hallucine de manière contrôlée tes intentions. Et on le fait dans des tonnes de situations, sur des tonnes de trucs, au travail, dans nos amitiés, dans nos amours, dans notre estime de nous, entre nous et nous-mêmes. Et on est persuadé parce que on n'a pas une fonction dans notre tête qui nous permet de séparer qu'est-ce qui vient de moi et qu'est-ce qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire ces deux ingrédients, on va dire, sont automatiquement mélangés. Donc une personne anxieuse sociale ne va jamais se dire, en fait, je me fais un film. Elle est tout aussi sûre que tu penses qu'elle est nulle, qu'elle peut être sûre que ce mug sur la table existe. C'est-à-dire, je vois. Je le vois. Et dans sa croyance. J'ai eu des personnes qui sont venues en thérapie, des patients ou des patientes, qui me disent c'était évident. Je dis, mais quoi, qu'est-ce qui était évident ? Genre, il était assis, il avait les bras croisés, il regardait au sol. Et parfois, c'est vrai, parfois, des gens pensent qu'on est nul. Mais c'est la certitude, le problème. C'est que c'est traité comme si c'est une perception de « je vois une porte ». Alors que c'est pas du tout le même niveau de preuve, on va dire. Il n'y a pas de doute, c'est... Ok, et donc... C'est même pas qu'il n'y a pas de doute, je pense même pas que ça mérite de douter. Tu vois, là, tu regardes ton téléphone, tu doutes pas que ton téléphone est là. Tu as même pas l'idée de te dire, mais est-ce qu'il est là ? Si tu commences à te demander est-ce qu'il est là, c'est inquiétant. Est-ce que mon téléphone est là alors qu'il est devant toi ? Tu vois ? Donc c'est même pas qu'il n'y a pas le doute, il n'y a même pas l'idée de penser qu'on devrait douter. Parce que c'est une évidence. Il m'aime pas. Et donc ça, quand on revient au fonctionnement du cerveau dont tu parlais tout à l'heure, ça va être
renforcés ou chamboulés en fonction donc pas que du cerveau, mais aussi du contexte, du comportement, etc. Donc si moi je pense que toi tu me détestes, tu fais une soirée chez toi, je vais me dire je vais pas y aller. Parce que tu me détestes. Alors que j'ai peut-être très envie d'y aller. J'ai envie de faire partie de ton groupe de potes. Vous êtes un peu les cool kids dans la boîte et on est collègues ensemble. Et je me dis, il m'invite pour m'humilier, donc je vais juste pas y aller. Ouais. Il organise peut-être un dîner de cons et c'est moi le con, donc je vais juste pas y aller. Et donc ça va renforcer la croyance. Je vais commencer à colorer toutes nos interactions sous ce prisme. Donc ça va changer comment j'agis. Et si ça se trouve, tu vas commencer à dire, en fait, lui, il est chelou. Chaque fois que je l'invite, il vient pas. Peut-être qu'il m'aime pas. Tu vas jamais, toi, te dire, peut-être qu'il pense que moi, je le déteste. Parce que toi, dans ton monde intérieur, tu as pas ce truc. Et donc, l'environnement, dans ce cas-là, mon cerveau est en train de modeler ton comportement. Ton cerveau est en train de modeler le mien. Et c'est plus juste nos facteurs internes qui sont en train de créer ça. C'est des interactions. Parce qu'évidemment, mon modèle interne est sous l'influence de ton existence, mais c'est là où je parle de cette boucle causale qui est plus dans une sorte de feed, on appelle ça une feedback loop, une sorte de boucle de rétrocontrôle où tout agit. Donc, c'est pas que mon cerveau n'est pas important, évidemment qu'il est central, mais c'est ces interactions qui vont se nourrir en permanence entre eux. Et comment tu fais le lien entre donc le fonctionnement du cerveau et si on descend un petit peu, ce qu'on appelle le moi. Qu'est-ce que le moi? Est-ce que c'est ce qui va nous définir en partie? Quel est le lien comment peut-on se définir entre le cerveau et ce qu'on appelle le moi? Le moi, ce qu'on appelle le self en anglais, parce que le moi c'est un peu coloré, surtout en France par la psychanalyse, genre le moi, le ça, le surmoi, c'est pas du tout le même moi, c'est mon identité. Il y a plein de recherches sur le moi. On a certains traits qui semblent être assez stables, qu'on appelle parfois personnalité, on va dire ça comme ça, qui décrivent un peu comment on aura tendance à interpréter le monde. Les gens qui auront plutôt tendance à interpréter le monde, je sais pas, de manière positive, parce qu'ils sont optimistes, d'autres qui sont plus pessimistes. Mais aujourd'hui, on est en train de réaliser qu'on a aussi plusieurs moi, notamment dans les situations sociales, qu'on appelle les social self, les self sociaux ou les moi sociaux, qui changent un peu qui je suis selon le contexte dans lequel je me trouve, même s'il y a certains traits qui vont rester relativement stables, mais une grande partie change. Il y a tout un champ de recherche qui étudie comment le cerveau switch de self. Par exemple, avant, quand on était en train de discuter, juste avant de rentrer dans la salle pour enregistrer le podcast, on parlait pas avec le même débit verbal. Bien sûr. On était plutôt en train de parler différemment. On a changé un peu de self-sociaux, où on a adopté maintenant, toi, le self-social de... je sais pas comment on dit, host de podcast, et moi, l'interviewer dans un podcast, alors que quand on va finir, on va reparler normalement en primé, pour prendre un autre social self. On connaît des gens, et je suis sûr que tu en connais aussi, des gens qui, par exemple, quand ils sont avec leur groupe d'amis, ils sont hyper extravertis, c'est des déconneurs, en train de faire des vannes sur tout le monde, etc. Mais par exemple, au travail, ils parlent à personne. Hyper introvertis, soit à cause d'anxiété sociale, soit parce qu'ils n'aiment pas ça. Genre pour eux, le travail, ce sera jamais mes amis. Je fais mon truc, j'ai mon salaire, je rentre chez moi. Ils sont pas du tout stressés, ils sont pas timides, c'est juste ça les intéresse pas plus que ça. Ils veulent juste aller faire leur truc, partir et revenir chez eux. Donc on peut être différent, là aussi en fonction du contexte. On peut être assez différent de en nos fonction croyances. du contexte. Et puis il y a nos états. C'est-à-dire il y a nos traits qui sont relativement stables, sauf qu'il y a ces social self. Et il y a aussi l'état. Je peux être quelqu'un de colérique, mais je peux être aujourd'hui en colère. Parce que, je sais pas, on m'a volé mon siège de vélo. Donc je suis pas quelqu'un de colérique, mais je suis en colère. C'est encore une autre. Donc on parle d'état ou de traits. J'ai certains traits et certains états, et c'est pas du tout la même chose. Quelqu'un peut être dépressif et quelqu'un peut être déprimé. C'est pas la même chose. D'accord, ok. Donc on a plusieurs selfs et on a plusieurs états, on a plusieurs traits. Et donc tout ça pour dire que cette question de trouver qui je suis vraiment, c'est un peu courir derrière. C'est comme un chien qui court derrière sa propre queue, quoi. Sachant qu'on est donc multiples, de toute façon, comme tu le dis, puis évolutif. On est multiple, on est évolutif et on est dépendant du contexte. Après, ça veut pas dire qu'on n'a pas une sorte de base de nos fonctionnements. Je vais pas soudainement être dans un contexte hyper homophobe et dans l'autre être dans une soirée cuir en train de faire péter le champagne. Il y a évidemment des traits. C'est important pour moi de pas tomber non plus dans le relativisme, genre que rien n'existe et tout le monde est tout le monde et tout. Mais c'est beaucoup moins figé que ce qu'on prétend quand on dit je vais aider quelqu'un à savoir qui elle est vraiment. Genre qui je suis vraiment est multiple.
C'est pas genre c'est multiple, indépendant complètement. Genre dans un contexte, je suis d'extrême droite et de l'autre, je suis d'extrême gauche et dans un contexte, je suis hyper humaniste et de l'autre machin. Mais l'écart est plus important que ce qu'on croit. Mmh. Dire ça comme ça. D'accord. Et la conscience dans tout ça? Quelle est son interaction avec le cerveau et notre comportement Et au la quotidien? conscience, donc ça dépend. La conscience, c'est un gros sujet problématique en neurosciences. Ça dépend dans quel cadre philosophique on se trouve. Et je sais que ça paraît bizarre, les gens ne sont pas habitués à ce que quand on parle de science, qu'on parle de philo, mais on peut pas faire des sciences cognitives sans philo. Mmh. Et du coup, notre croyance sur la conscience va être conditionnée par quel cadre théorique, philosophique me gouverne, on va dire ça comme ça, ou auquel j'adhère. Par exemple, si je suis physicaliste, donc je crois que il y a que la matière qui existe, la conscience va être ce qu'on appelle une propriété émergente, comme les embouteillages, Mmh. une propriété émergente de mon cerveau. C'est-à-dire mon cerveau, les atomes de mon cerveau, quand ils s'organisent d'une certaine manière, eh ben, ça fait émerger une conscience, et dans le cas des humains, une conscience autonoétique, c'est-à-dire une conscience qui est consciente d'elle-même, et c'est tout. Et donc, quand mon cerveau ne fonctionne plus, ma conscience disparaît, et c'est fini. Euh, mais pas tous les chercheurs autour de la conscience sont physicalistes. Il y a certains qui sont physicalistes, mais qui sont aussi fonctionnalistes. Et Mmh. pour les fonctionnalistes, la conscience dépend de la fonction. Et donc, dans ce cas-là, euh, une intelligence artificielle, donc on peut mettre du silicone, et des électroniques dans une certaine configuration, avec un certain logiciel, et l'intelligence artificielle peut être consciente. Mais si quelqu'un n'est pas fonctionnaliste, il s'intéresse même pas à la conscience d'une intelligence artificielle parce que il faut, pour être conscient, il faut un substrat biologique, et donc une machine ne pourra jamais être consciente. Et puis on peut être, par exemple, idéaliste, qui est un autre courant, donc c'est une position philosophique, c'est pas idéaliste dans le sens commun, pour qui la conscience est une sorte d'énergie, de force fondamentale de l'univers, et la matière émerge de la conscience. Donc la Mmh. conscience précède la matière, et dans ce cas-là, bah, c'est pas la conscience qui émerge du cerveau, c'est le cerveau qui émerge de la conscience, dans une sorte Mmh. d'interaction, et ils vont adhérer à d'autres modèles théoriques. Et tous ces modèles théoriques sont explorés par la recherche. Certains, peut-être auditeurs, auditrices, vont être surpris qu'il y a des idéalistes dans les sciences, mais Mmh. il y en a. Ils ont un modèle théorique qui s'appelle le IIT, le Information Integration Theory, alors que si quelqu'un est, je sais pas, fonctionnaliste et matérialiste, il va être intéressé par la Global Workspace Theory, qui est euh, un autre modèle théorique. Donc on ne sait pas encore aujourd'hui, et quand on ne sait pas, ben, on se cale un peu sur ce qu'on a envie de croire en attendant que quelqu'un trouve la solution. Mais pour le moment, on est encore assez loin de ça. Et encore, il y en a d'autres qui sont interactionnistes, qui pensent que la conscience ne peut émerger que quand on est en interaction avec un monde. Alors tu parles dans ton livre de quelque chose que j'ai trouvé génial, le pari de Chalmers, Ouais. sur l'incapacité à découvrir comment les neurones produisent la Ouais. conscience. Donc pour Chalmers, qui est un peu fiscaliste, un peu, je pense qu'il a un bout idéaliste, mais il l'assume pas. euh, pour Chalmers, on ne peut jamais comprendre la conscience juste en étudiant le cerveau, parce que pour faire simple, parce qu'on a une subjectivité. Et donc Chalmers, il dit, si on a compris tout ce qu'il y a à comprendre sur le cerveau, donc dans un futur lointain, on a compris tout sur l'organisme, eh ben ça nous dira rien sur la conscience, parce que la conscience, c'est pas une fonction, mais c'est une expérience. C'est l'expérience de vie. Il appelle ça des qualia. Et par exemple, pour donner un exemple assez simple, imagine, j'ai compris tout ce qu'il y a à comprendre sur toi. Donc, je peux te mettre dans une IRM, je comprends tout ce qu'il y a à comprendre sur toi, et que toi, tu es le narrateur de Proust qui va manger la madeleine de sa grand-mère. Donc, tu prends cette madeleine et tu la manges. Aucun autre humain, s'il mangeait cette madeleine, aurait la même expérience subjective que toi, parce qu'on n'a pas la même grand-mère. Donc, si moi, je mange cette madeleine, bah, elle a le goût d'une madeleine, mais pour toi, il y a toute une dimension affective, émotionnelle qui se rajoute, qui est unique à toi et qu'on ne pourrait pas mesurer dans ton cerveau parce que c'est une expérience subjective de vie. Je Mmh. ne saurais pas c'est comment être toi. Mmh. Je peux comprendre mécanistiquement c'est quoi, Mmh. mais je ne pourrais jamais avoir accès à ta subjectivité. C'est comment être toi. Tu peux me Mmh. la décrire, tu peux me dire je Mmh. sens ça, je sens ci, mais il y a tout le temps une sorte de barrière où je Mmh. peux pas être toi. Et donc pour Chalmers, le fait qu'on n'a pas une science de la subjectivité, une science de la phénoménologie, une science qui peut mesurer ce ressenti unique à chacun, fait qu'on ne pourra jamais Mmh. expliquer la conscience. On peut trouver les réseaux neuronaux de la conscience, on peut machin, mais on n'aura jamais accès à la subjectivité de l'autre parce qu'on n'a accès qu'à sa propre subjectivité.
Et donc, il Ok. a fait le pari avec un autre chercheur que c'était il y a 30 ans, que d'ici 30 ans, euh, on n'aura pas compris. Et donc, le pari est fini il y a 1 an et Chalmers a gagné. Et il a dit, moi, je suis prêt à remettre ça sur la table pour 30 ans encore, 60 ans, 100 Qui ans. tout double. Et ça n'a jamais marché. Intéressant. Mais pourtant, là, si on revient si on revient sur ce dont on parlait tout à l'heure sur l'instrumentalisation de la recherche, les coachs perso, il y en a qui sont capables de te dire qui tu es Ouais, en un test de 10 minutes sur Internet. ouais. Et ils sont trop forts. Ils sont trop forts. On Hein. va leur donner un prix Nobel. Et donc ça, c'est vrai que ouais, t'en parles beaucoup. Donc on a parlé des 10%. C'est vrai que c'est très vendeur. Hein. Ah, Bien sûr. je Si tu es un n'utilise que peu perdu. 10%, mais je peux Ouais, devenir un super-héros si on voilà. m'apprend Exactement. à utiliser 15, 20, Ouais. 50%. Ça serait génial. Mm. Et il y a beaucoup effectivement, de vendeurs de rêves autour de ça. Et ça crée beaucoup de mal-être, en fait. C'est ce que tu dis aussi, quoi. Ça pousse beaucoup de personnes Bah bien sûr, à... parce que souvent les gens qui vont voir ça, au début, ils sont peut-être un peu perdus, ils savent pas trop quoi faire, ou ils sont dissatisfaits de leur carrière ou de leur mode de vie, parce que nos sociétés sont pas hyper satisfaisantes en ce moment, et ils vont être embarqués parfois pendant des années, de formation en formation, Hmm. d'outils puissants à un autre outil magique, machin, et ça veut pas dire qu'il y a pas des personnes qui sont aidées par ça, loin de là. Mais moi, quand je vais évaluer quelque chose, j'évalue pas juste quand ça marche. Ce qui m'importe, c'est quand ça marche pas, quels sont les dégâts. Tu vois, si je mets un médicament sur le marché qui soigne 80% des gens, les 20 autres pourcents, ça leur fait rien, ok, pourquoi pas. Mais si je mets sur le marché un médicament qui aide, je sais pas, 60% des gens, mais les 40 autres pourcents, il les détruit, Hmm. il vaut mieux ne pas le mettre peut-être sur Ouais. le marché, tu vois. Donc, effectivement, faut se méfier de tout ça. Est-ce que ça vient aussi peut-être une sorte d'impératif qu'on a aujourd'hui à vivre, à Bah, il y a s'améliorer? sûrement une dictature un peu de la performance aujourd'hui dans le monde où tout le monde doit être une sorte de meilleure version de soi-même, pas juste au niveau du travail. Il faut être aussi riche que possible, il faut aussi être aussi en santé, Hmm. autant en santé que possible, éduquer du meilleur qu'on peut nos enfants, voir toutes les séries Netflix, lire les derniers concours, Hmm. voyager, voir autant que possible de pays, etc. Il y a une sorte de pression Ouais. performative en Ouais. permanence qui, je pense, n'est pas hyper saine. Ouais. Et donc, ces personnes s'engouffrent un peu dans cette S'engouffre dans brèche. ce truc de je vais m'améliorer. Donc j'ai un coach pour faire du sport, je vais à la salle, je mange sain. Hmm. Et c'est pas mauvais, c'est vraiment Hmm. l'excès Ouais, c'est l'excès, c'est ça. qui est problématique. Parce qu'on peut pas devenir non plus ce qu'on veut. Faut peut-être aussi accepter qui l'on est et le fait qu'on ait des limites. En tout cas, ne pas se mettre la pression, c'est-à-dire Ouais. si on n'est pas content de qui on est, il faut absolument essayer de changer. Mais il y a une différence entre essayer de changer et vendre du rêve en mode je vais prendre je sais pas, du Lion's Mane tous les matins et je vais avoir une mémoire décuplée par 10. Ouais, ouais. Et on accepte ces limites pour le corps. Personne n'est en train de s'entraîner pour pouvoir sauter du 5e étage. On l'accepte, mais pour notre esprit, on a du mal. Mais il y a des gens qui sont en train de payer pour essayer de retenir 100 chiffres de mémoire en bouffant des champis, quoi. Ouais. Tout un programme. Tout un programme. Et alors, comment on peut utiliser justement notre cerveau pour essayer d'exercer notre raisonnement critique? C'est quand même aussi Euh, une des fonctionnalités premières alors pour le face à tout raisonnement ça. critique, il y a plusieurs choses, mais il faut connaître déjà, il faut d'abord développer ses capacités de réflexivité, c'est-à-dire ne pas croire toutes les premières idées qui nous viennent en tête. Mhm. Connaître c'est quoi les pièges qui peuvent loger dans notre pensée, les syllogismes, les paralogismes, les biais cognitifs, etc. Avoir de bonnes attitudes, être ouvert d'esprit, et ça on ne sait pas trop comment l'apprendre à quelqu'un. Genre imagine quelqu'un d'arrogant, comment est-ce que tu rends quelqu'un arrogant, pas Mhm. arrogant, on ne sait pas. Et puis le dernier problème qui est intractable, qui est impossible, c'est être expert sur le sujet auquel je suis en train de réfléchir de manière critique. Et je ne sais pas, on n'a pas le temps, notre vie est trop courte pour devenir expert en tout. Et donc pour moi, une bonne partie d'utiliser notre cerveau pour un bon esprit critique, c'est de trouver des gens en qui j'ai confiance. Mhm. C'est-à-dire, moi, je bosse sur le raisonnement critique, les biais, etc., depuis presque bientôt 20 ans. J'ai autant de biais que n'importe quelle personne. La seule compétence supplémentaire que j'ai eue, c'est peut-être de savoir que je ne suis pas digne de confiance tout le temps Mhm. et d'avoir des gens sur différents sujets qui, je sais, ont une meilleure compréhension des sujets et juste leur faire confiance et pas me faire confiance en moi. L'esprit critique, c'est pas une affaire juste individuelle. C'est Mhm. aussi un truc qu'on fait en groupe. La confiance est quelque chose de central dans notre fonctionnement et on est dans une société où chacun essaye de tout faire seul.
en tout cas beaucoup de gens. Mmh. Et c'est hyper important de voir comment on va retrouver une sorte de fonctionnement collectif. Et confiance en les autres, mais aussi en soi, puisque le biais, comme tu le Oui, de disais, ce peut faire que, en venir des 2 fait, côtés. paradoxalement, j'ai besoin d'avoir une bonne confiance en moi pour faire confiance aux autres. Mmh. C'est-à-dire, si je manque de confiance en moi, je veux un peu tout faire pour prouver que je suis bien. Alors que si je suis assez bien dans mes bottes et quelqu'un me dit: «Écoute, tu dis de la merde et cette personne connaît ce sujet mieux que toi», si j'ai une bonne confiance en moi, je me sens pas en danger et je dis: «Oui, en fait, oui, je vais l'écouter à elle parce qu'effectivement, je suis Mmh. pas assez bon sur ce truc». Et si on revient sur le cerveau et le biais cognitif ou la confiance qu'on peut, attribuer au cerveau, il y a le livre de Sébastien Boller dont tu parles Mmh. aussi, Le bug humain, Ouais. où il développe une thèse, selon laquelle le cerveau nous tromperait d'une certaine façon par rapport à notamment à tous les Réchauffement sujets, climatique, ouais. environnementaux. Qu'est-ce que tu penses de cette approche-là? Je pense que déjà, j'ai énormément de respect pour Sébastien Bollard, mais je pense que Mmh. sur ce livre, il a peut-être allé un peu fort, dans le sens où il dit qu'on ne fait rien face au réchauffement climatique à cause d'une structure de notre cerveau qui s'appelle le striatum. Mmh. Et c'est juste pas vrai. Il n'y a pas mis de façon de le dire. Mmh. D'ailleurs, Sébastien Boller a publié un nouveau livre qui s'appelle Striatum, comment notre cerveau sauve la planète. Donc lui aussi, il est un peu revenu. Mmh. Donc le premier, c'était le bug humain, comment notre Ouais. cerveau détruit la planète. Et le dernier, c'est Striatum, comment notre cerveau sauve la planète. Parce que je pense que il a réalisé qu'il a été mal compris, ou il Ouais, s'était c'est mal ça aussi. exprimé, Mmh. c'est une des deux. Et que, effectivement, ça se joue pas juste au niveau. En fait, c'est cette notion on a plusieurs niveaux explicatifs pour un même phénomène. C'est-à-dire, je peux expliquer un accident de voiture en étudiant les atomes de la carrosserie, mais c'est pas le bon niveau explicatif si l'accident a eu lieu à cause de verglas sur la route. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, Mmh. je peux essayer d'expliquer l'inaction face au réchauffement climatique en regardant le striatum, mais c'est pas le bon niveau explicatif si les raisons de pourquoi on fait rien, c'est qu'il y a des lobbies qui ont menti sur le sujet pendant des décennies, et des politiques qui ont pas cru des scientifiques. Pas le striatum qui Mmh. a fait ça, c'est des pressions économiques, et c'est qui sont hyper bien documentées aujourd'hui. Combien il y a eu de désinformation, de données cachées, de mensonges, au grand public, qui ont retardé l'action, et aujourd'hui l'action devient plus difficile parce que le système est de plus en plus, l'inertie du système est difficile à renverser. Mais là aussi, c'est une sorte de réductionnisme sur l'individu de: «Ah bah, c'est à cause de ton striatum que tu es en train de prendre, EasyJet». Mmh. Non, je suis en train de prendre EasyJet aussi parce que je suis payé comme de la merde, parce que le train est hyper cher et parce que je veux aller voir ma grand-mère mourante, Mmh. en Angleterre. Mmh, bien Et sûr. venir dire: «Non, c'est parce que tu veux une récompense instantanée, parce que tu veux plus, plus, plus à cause de ton striatum». Ouais. C'est au mieux simpliste, au pire de mauvaise foi. Mmh. Je comprends. Et alors donc quand on a parlé du cerveau, on a parlé du moi, de nos comportements, en société, de l'influence que les comportements pouvaient avoir aussi sur notre comportement et sur notre cerveau. On arrive à l'inconscient. Ouais, On a parlé de la conscience, mais ouais. quid de l'inconscient? Quel est le lien entre le cerveau, l'inconscient et nos Hem comportements au quotidien? Alors, tout dépend de comment on définit l'inconscient. Là aussi, je suis pas en train de parler de l'inconscient freudien, de pulsions Mmh. sexuelles, et d'éros et de thanatos. L'inconscient, c'est vraiment quelque chose d'assez basique, là aussi. C'est des opérations qui sont en train d'avoir lieu dans mon organisme et auxquelles j'ai pas accès grâce à ma conscience. Et donc, ça joue un rôle énorme. Mmh. Là, maintenant, c'est ton inconscient qui fait que tu gardes ta posture Mmh. et que tu pars à plat plat. Tu es pas en train de consciemment te dire: «Dos, reste droit, dos, reste droit, dos, Mmh. reste droit», etc. C'est ton inconscient qui gère toutes tes sensations physiologiques, ton pull sur ton corps, ton pantalon, tes chaussettes, tes chaussures. Et s'il y a un changement, ça va revenir dans ta conscience. Si quelqu'un, maintenant, je sais pas, te pique, Mmh. tu vas: «Oh, il y a un nouveau signal qui est arrivé». Notre inconscient gère beaucoup de nos processus mentaux. Les mots qui sont en train de sortir de ma bouche, je suis pas en train de faire un effort conscient pour Mmh. choisir: «Et maintenant je dis quel mot, maintenant je dis quel mot, maintenant je dis quel mot». C'est en train d'arriver automatiquement dans ma conscience. Ça doit arriver bien de quelque part. On peut appeler ça l'inconscient. Donc tout ce dont j'en suis pas conscient, je suis pas conscient, et évidemment ça joue un rôle majeur. Mais il y a pas de conscience dans l'inconscient. C'est-à-dire, Mmh. souvent quand on pense à l'inconscient, on va imaginer, parce qu'encore une fois, on est coloré par nos analogies, par nos images et par nos imaginaires, à imaginer qu'il y a comme une sorte d'Albert, alter ego d'Albert, qui est là en Mmh. train de faire de dire: «Ah ah ah, je vais envoyer la conscience». Il faut se rappeler que dans notre cerveau, il y a pas de conscience, il y a pas d'émotion, il y a pas Mmh. de pensée. Il y a des neurones qui sont en train d'envoyer des signaux électriques ou pas entre eux.
avec des cellules gliales, et le reste de l'organisme, il y a un cœur qui bat, il y a un estomac qui digère, il y a des muscles, et puis il y a un environnement, mais que il faut pas attribuer des intentions à ces trucs. Donc l'inconscient ne fait pas de choses, il n'a pas d'intention, mais il y a plein de processus auxquels j'ai pas accès de manière consciente, qui forment une grande partie de mon comportement et de mon fonctionnement, absolument. Ok, bah écoute, merci pour tous ces éclairages. Est-ce qu'une des conclusions, des morales de ton livre, euh, au-delà de remettre un petit peu les choses au clair sur ce qu'on sait et surtout ce qu'on ne sait pas, et donc d'en tirer des conclusions qui pourraient poser des problèmes pour nous, en société, est-ce qu'une des conclusions serait de rester humble par rapport à notre savoir et peut-être savoir se Oui, dire en tout cas qu'on ne sait pas tout? En tout cas, sur le cerveau, oui, c'est hyper important. C'est même pas qu'on ne sait pas tout, et on est encore très loin de savoir ne serait-ce que la moitié des choses. On est encore vraiment très loin. Et surtout, cette question de bon niveau explicatif. C'est-à-dire, quel est le bon niveau explicatif pour le truc que je suis en train d'essayer d'observer ou d'étudier, et de pas tout le temps penser que le meilleur niveau explicatif pour tout, c'est l'individu ou son cerveau ou sa psychologie. C'est vraiment de questionner ces interactions entre ces différents niveaux explicatifs. Parfois, c'est l'environnement, parfois, c'est les relations interpersonnelles, et parfois, c'est l'individu. Juste d'avoir le bon dosage, alors qu'aujourd'hui, on a un dosage beaucoup trop axé juste sur l'individu. Dans tout. Si quelqu'un fait un crime, c'est la faute de l'individu, alors que parfois, ça peut être, je sais pas, la personne a subi des violences dans son enfance, et comprendre, c'est pas justifié. Dans le réchauffement climatique, c'est les gens. Dans les fake news, c'est les gens. Dans l'utilisation des réseaux sociaux, c'est la dopamine. Dans le travail, c'est la personnalité, etc., etc., etc. En fait, c'est un peu trop simple, et parfois, c'est pas le bon niveau explicatif. Et on questionne quel est ce bon niveau explicatif selon la situation, et sur quel niveau explicatif je peux agir pour changer ce comportement. Merci beaucoup Albert. Merci beaucoup à toi. Cet échange. On aurait pu en faire encore quelques heures, mais tu reviendras. Parce que maintenant, on va faire que des épisodes avec toi. C'est ça, j'ai oublié. Merci. Merci beaucoup Albert. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.